Au-dessus des principales lignes énergétiques et de communication européennes, le jeu dangereux du chat et de la souris dans la mer du Nord a pris fin cette semaine de façon historique et définitive. Les tactiques de zone grise de Vladimir Poutine visant à tester l'Occident et l'OTAN ont été stoppées le 22 octobre 2025 lors d'une collision avec un navire de guerre britannique. Un navire russe nommé Amiral Kulikov a affronté un navire britannique nommé His Majesty's Ship Duncan le 22 octobre. En fait, ce navire russe était déjà sous surveillance quelques jours avant l'opération d'interception du Royaume-Uni. L'opération de surveillance du navire russe a duré du vendredi 17 octobre au dimanche 19 octobre. L'armée de l'air néerlandaise avec son NH-90 et la marine française ont également participé au suivi de l'amiral Kulikov. Le Royaume-Uni a ensuite porté le coup final au navire. Ce n'était pas une opération de suivi de routine. Pour la première fois, la Royal Navy a intercepté, arrêté et saisi un navire de guerre russe, agissant non sous son propre commandement, mais sous celui du commandement maritime allié de l'OTAN. Commandement maritime allié. Nous parlons donc d'un blocus établi par le Royaume-Uni contre la Russie, et non d'une visite de courtoisie. Tout a commencé par un rapport de renseignement urgent reçu au siège de l'OTAN à Bruxelles et au commandement maritime allié à Northwood, Londres. Le rapport indiquait qu'un navire de guerre non identifié appartenant à la flotte du nord de la Russie, probablement une frégate ou une corvette dotée de capacités de collecte de renseignements ou de sabotage, avait quitté sa base en mer de Barents et se dirigeait vers le sud, vers la zone la plus sensible de la mer du Nord. Cette zone n'était pas seulement une route maritime reliant le Royaume-Uni, la Norvège et les Pays-Bas, mais aussi le point d'intersection des câbles à fibres optiques sous-marins transportant l'infrastructure Internet de l'Europe et d'immenses gazoducs assurant la sécurité énergétique du continent. Cela pourrait être la prochaine phase, bien plus dangereuse, des tactiques de pirates de la Russie, qui incluaient auparavant le lancement de drones depuis des pétroliers civils ou la désactivation des transpondeurs au large des côtes danoises. Dans les scénarios précédents, la réponse à cette menace était évidente. Le navire britannique le plus proche serait envoyé surveiller le navire russe sous son commandement national. C'était une danse diplomatique polie mais tendue, les deux navires se surveillant passivement à distance. Le 22 octobre, cette danse a pris fin. L'OTAN a cette fois décidé d'arrêter au lieu de surveiller. Et pour cette mission, non pas un mais 2 chasseurs ont été dépêchés. Le His Majesty's Ship Somerset, frégate de type 23 conçue pour la chasse aux sous-marins, très silencieuse et meurtrière, était en embuscade pour intercepter la route probable du navire russe. Puis de la vraie bête navale est arrivée sur scène. C'est-à-dire le His Majesty's Ship Duncan, un destroyer de classe type 45, l'un des destroyers de défense aérienne les plus avancés au monde. Cependant, ce qui a rendu cette opération historique, ce n'était pas la nationalité des navires, mais le pavillon qu'ils arboraient. Des sources médiatiques internationales confirment que le His Majesty's Ship Duncan et le His Majesty's Ship Somerset sont désormais sous commandement direct de l'OTAN pour cette opération. Désormais, ce n'était plus le Royaume-Uni, mais l'OTAN, regroupant 32 nations qui interceptaient un navire russe. De plus, ici, le moindre incident avec un navire de l'OTAN pourrait activer l'article 5 menant à une guerre totale. La rencontre critique a eu lieu dans les eaux internationales de la mer du Nord, mais à un point dangereusement proche des côtes britanniques. Le navire de guerre russe, probablement en train de suivre sa route pour cartographier les infrastructures sous-marines ou recueillir des renseignements électroniques, s'est soudainement retrouvé pris dans un piège de l'OTAN. Il a d'abord entendu le bip perçant du sonar du His Majesty's Ship Somerset. C'était la version sous-marine du message. « Je t'entends et je sais où tu es ». Ensuite, un hélicoptère Wildcat a décollé du pont et a survolé directement le navire russe, enregistrant chaque antenne, chaque lance-missile et le visage de chaque membre d'équipage avec des caméras haute résolution. Enfin, le geste le plus terrifiant est arrivé. À l'horizon, la silhouette menaçante et futuriste du His Majesty's Ship Duncan est apparue. Les destroyers type 45 ne sont pas faits pour les combats aériens rapprochés. Ces forteresses de défense aérienne sont conçues pour bloquer totalement une zone, traquant et détruisant tout ce qui vole. Drones, missiles, avions de chasse, tout en même temps. Le His Majesty's Ship Duncan s'est positionné directement sur la trajectoire du navire russe, bloquant physiquement sa route.
Le radar Samson a verrouillé le navire russe. C'est l'une des actions les plus agressives et hostiles qu'on puisse prendre contre un navire, la dernière étape avant d'ouvrir le feu. Lorsque le commandant du His Majesty's Ship Duncan a contacté le capitaine russe par radio, la voix n'était pas celle du gouvernement britannique, mais celle de l'OTAN. La conversation probable s'est déroulée comme suit. Navire de guerre russe, ici le His Majesty's Ship Duncan, agissant au nom du commandement maritime allié de l'OTAN. Vous pouvez naviguer en eau internationale, mais vous êtes encore dans une zone d'infrastructure critique de l'OTAN avec une trajectoire provocatrice. Changez immédiatement de cap de 90 degrés vers l'est et quittez la zone. Ceci est un ordre. À ce moment-là, le capitaine russe n'avait plus aucune option. Devant le navire de l'amiral Kulikov, un destroyer bien supérieur au sien avait bloqué sa route. Un hélicoptère tournoyait au-dessus du navire, et en profondeur, un chasseur de sous-marins écoutait probablement. Le plus important, c'est que la force à laquelle il faisait face n'était pas seulement la marine britannique, mais toute l'OTAN. Le navire a dû faire demi-tour et accepter cette humiliation. L'amiral Kulikov a lentement viré de bord et s'est replié vers le nord en direction de sa base. Ce n'était pas une capture, mais un arrêt opérationnel bien plus rusé. Sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré, le navire russe a été stoppé par la volonté de fer de l'OTAN, sa mission déjouée et il a été renvoyé chez lui. Confondre cet événement avec les centaines d'incidents de filature qui se sont produits au cours de la dernière décennie, c'est passer à côté de la véritable révolution stratégique. Cette action a réécrit toutes les règles d'engagement de l'OTAN contre la Russie. On peut dire que la fin des tactiques de zone grise est arrivée. Le jeu préféré de Poutine était les tactiques de zone grise, un harcèlement constant qui n'aboutit ni à la guerre ni à la paix. Un avion russe viole accidentellement l'espace aérien danois. Le Danemark émet une note de protestation et l'incident est clos. Ou un navire russe s'approche trop près d'un navire français. La France le condamne et l'incident est terminé. Poutine pensait que la lourde structure de l'OTAN, demandant l'unanimité de ses 32 membres pour agir, ne pourrait jamais répondre conjointement et vigoureusement à ces provocations constantes. La dernière initiative du Royaume-Uni a brisé cette croyance. L'OTAN a désormais démontré qu'elle répondrait à de telles provocations au plus haut niveau, au nom de l'ensemble de l'Alliance et avec la force militaire. Il ne restait qu'une ligne rouge, plus aucune zone grise. La nouvelle interprétation de l'article 5 joue aussi un rôle important dans la décision du Royaume-Uni. Ceci illustre une interprétation proactive de l'article 5, soit le principe qu'une attaque contre l'un est une attaque contre tous. L'OTAN n'attend plus qu'un missile russe tombe sur Varsovie. Elle déclare qu'elle considère les attaques hybrides de la Russie comme l'incident de l'aéroport danois, qui ont menacé les infrastructures critiques d'un membre de l'OTAN ou créé un chaos économique, comme une attaque contre l'esprit de l'article 5 et qu'elle y répondra militairement. Un autre aspect notable de l'initiative britannique est l'isolement de la marine russe. Cette nouvelle doctrine transforme le reste de la marine russe en parias, même dans les eaux internationales. Chaque navire de guerre russe sait désormais qu'il est une cible qui peut être arrêtée non seulement par la marine du pays de l'OTAN le plus proche, mais potentiellement par les forces combinées de 32 pays. Cette nouvelle doctrine agressive de l'OTAN a encore épaissi les murs de la prison mondiale dans laquelle la marine russe se trouve déjà. Cet événement a une fois de plus démontré à quel point la Russie est sous domination et blocus non seulement en mer du Nord, mais dans tous les océans de la planète. L'effondrement en mer Noire en est un exemple. Ce qui s'est passé en Ukraine est l'une des preuves les plus tragiques de cet effondrement. La flotte autrefois fière de la mer Noire a été détruite par les drones navals kamikazes et les missiles d'un pays qui n'a même pas de marine. Les navires en restant ont fui de Sébastopol à Novorossiysk, où ils ont été piégés dans leur port. La porte de la mer Noire a été fermée par l'Ukraine. La mer Baltique est un autre exemple de l'état final de la marine russe. Avec la Finlande et la Suède qui ont rejoint l'OTAN, la mer Baltique est devenue en effet un lac de l'OTAN. Les missiles polonais, suédois, finlandais et allemands ont rendu impossible pour la flotte russe de la Baltique de quitter Kaliningrad et Saint-Pétersbourg. La porte de la Baltique a été scellée par l'OTAN. La faillite dans le Pacifique est aussi très critique pour la marine russe. La flotte du Pacifique de la Russie est géographiquement la plus éloignée, mais stratégiquement le maillon le plus faible.
Épuisée par les ressources envoyées à la guerre en Ukraine, cette flotte n'existe désormais plus que comme démonstration de force face à la 7e flotte américaine, à la marine moderne du Japon et à la puissance de la Corée du Sud. La porte du Pacifique est sous contrôle américain. En considérant toutes les routes possibles, il ne restait plus qu'une seule option, le pôle Nord. La flotte du Nord russe et ses sous-marins nucléaires restaient une menace mondiale. Cependant, l'exercice de midi inébranlable et le déploiement de l'AUSS Gerald R. Ford dans la région montraient bien que l'OTAN était désormais déterminée à fermer également cette dernière porte. Et maintenant, le déplacement du His Majesty's Ship Duncan en mer du Nord a montré que cette dernière porte commence elle aussi à grincer, que même le dernier corridor de la Russie vers l'Atlantique n'est plus sûr. La Russie n'était plus une puissance navale mondiale. C'est une force fragmentée composée de 4 flottes côtières distinctes, chacune confinée dans son propre piège régional. Par conséquent, ce qui s'est passé en mer du Nord le 22 octobre n'est pas simplement une rencontre entre 2 navires. C'est une victoire décisive pour une nouvelle doctrine militaire contre les fantasmes de zone grise de Poutine. Avec cette action, l'OTAN a déclaré qu'elle ne resterait plus sur la défensive face aux provocations de la Russie. Au contraire, elle répondra à chaque mouvement russe par une réaction plus ferme, plus unie et plus létale. Alors que Poutine pensait tester l'OTAN, il a en réalité réveillé l'alliance et l'a forcé à prendre ces dernières mesures qui soumettront la Russie à un blocus naval total. Il n'y a plus de port sûr pour la marine russe dans les eaux internationales. Cependant, ceci n'est que le premier acte du cauchemar du Kremlin. Parce que la disparition du concept de port sûr affecte non seulement les flottes militaires de la Russie, mais aussi sa deuxième flotte, bien plus grande, bien plus vitale et bien plus vulnérable, l'immense flotte fantôme de centaines de pétroliers qui finance la machine de guerre de Poutine. La décision historique de l'OTAN avec le His Majesty's Ship Duncan n'a pas seulement stoppé une provocation militaire, mais a aussi établi une nouvelle règle d'engagement implacable contre les jeux de guerre hybrides de la Russie. Et maintenant, cette règle est prête à être appliquée dans les eaux froides de la mer du Nord et de la Baltique pour couper le cordon vital économique de la Russie. C'est le moment où la guerre est passée de la phase juridique à la phase navale. Pour comprendre cette nouvelle et dangereuse équation, nous devons comprendre comment la Russie a créé 2 marines distinctes au cours des 2 dernières années afin de survivre. La première marine est la marine russe officielle peinte en gris, c'est-à-dire les flottes de la Baltique, du Nord, du Pacifique et de la mer Noire. Cette flotte est désormais devenue une flotte de châteaux en faillite, confinée dans ses ports en raison du désastre qu'elle a connu en Ukraine et du nouvel encerclement agressif de l'OTAN. Mais ce n'était pas la flotte sur laquelle Poutine comptait vraiment. Celle en laquelle il avait confiance était la flotte de l'ombre, composée de plus de 600 pétroliers rouillés non assurés et non identifiés. Cette flotte était le pilier économique de la Russie. Chaque jour, elle faisait passer en contrebande des millions de barils de pétrole sous le radar des sanctions occidentales, les transportant vers des marchés comme l'Inde et la Chine et versant des milliards de dollars indispensables dans les coffres du Kremlin. La stratégie de Poutine était simple. Tandis que sa flotte militaire distrayait l'Occident et affichait sa force brute, cette flotte économique pirate continuerait de financer la guerre. L'arrêt opérationnel effectué par le His Majesty's Ship Duncan le 22 octobre a définitivement effacé la fine frontière entre ces 2 flottes distinctes. Et c'est la propre imprudence de la Russie qui a provoqué l'effacement de cette frontière. Lorsque la Russie a forcé des navires militaires comme l'Alexandre Chabala au large des côtes danoises à agir comme des fantômes en éteignant leurs transpondeurs, et pire encore, lorsqu'elle a été soupçonnée de lancer des drones depuis le pétrolier Boracay, qui avait l'apparence d'un navire civil, vers des bases de l'OTAN, elle a également modifié le statut de sa propre flotte fantôme. Désormais, aux yeux de l'OTAN, ces vieux pétroliers rouillés n'étaient plus seulement des contrebandiers civils contournant les sanctions. Ils étaient vus comme des plateformes de guerre hybrides, des navires de drones, des chevaux de Troie. Un navire civil agissant comme un navire de guerre serait traité comme tel. L'audace du His Majesty's Ship Duncan d'arrêter un navire militaire sous commandement de l'OTAN avait désormais créé le précédent juridique et militaire permettant à cette même chaîne de commandement d'arrêter un navire économique. Le premier terrain d'essai et le plus risqué pour cette nouvelle règle d'engagement agressive serait inévitablement les détroits danois, point d'étranglement de la mer Baltique. Avant, la réaction du Danemark face à cette flotte fantôme était surtout administrative.
Copenhague avait accru les inspections, évoquant le risque qu'une catastrophe environnementale causée par ces vieux pétroliers non assurés survienne dans ces eaux peu profondes et étroites. Cependant, cette menace restait surtout théorique. Les pétroliers russes réussissaient généralement à éviter ces inspections. Mais maintenant, la donne a changé. Derrière ce bateau des gardes-côtes danois se trouve désormais le droit maritime international, les F-35 du USS Gerald R. Ford, les destroyers britanniques, type 45 et les frégates allemandes. Imaginons la prochaine rencontre. Un pétrolier de 25 ans sous pavillon libérien, appartenant à la flotte fantôme, approche des détroits danois avec 1 million de barils de pétrole brut pris à Saint-Pétersbourg. Une frégate française, Lafayette ou allemande Sachsen, déployée par le commandement maritime conjoint de l'OTAN, intercepte immédiatement le navire. Le capitaine russe a 2 options. Soit il s'arrête et permet que son navire soit fouillé et éventuellement retenu comme menace environnementale en raison d'une documentation insuffisante ou de violation de sécurité, ce qui signifie que le pétrole n'atteindra jamais sa destination et que la Russie perdra des milliards de dollars. Ou il refusera l'ordre et poursuivra sa route. À ce moment, l'opération de la flotte fantôme n'est plus économique mais devient militaire. Un hélicoptère de la frégate française pourrait débarquer des commandos sur le pont du navire. C'est une saisie forcée d'un navire. De plus, cette situation qui pourrait se produire lors de la prochaine rencontre est la réponse de Poutine aux tactiques de pirates avec une forme de piraterie bien supérieure, soutenue par le droit international. Ce scénario laisse Vladimir Poutine dans une paralysie stratégique, confronté à un dilemme impossible où les 2 options sont désastreuses. La première option est un suicide économique, c'est-à-dire rester passif. Poutine ne réagit pas militairement à l'embarquement de l'OTAN. Dans ce cas, toute la flotte fantôme de 600 navires de la Russie devient instantanément vulnérable. Chaque pétrolier risque d'être arrêté, fouillé et détenu par les navires de l'OTAN dans la Baltique, la mer du Nord ou la Méditerranée. Les acheteurs en Inde et en Chine ne voudront pas payer pour ce pétrole, qui est retardé de plusieurs semaines, dont l'arrivée est incertaine et qui provoque une crise internationale. Les coûts d'assurance vont exploser à des niveaux qui feront même s'effondrer le marché noir existant de l'assurance. En conséquence, les exportations de pétrole russe s'arrêteraient complètement en mer, sans même avoir besoin des attaques ukrainiennes contre les raffineries. Cela signifierait que le trésor de guerre serait vidé, le budget s'effondrerait et le régime ferait faillite. La deuxième option est le suicide militaire, c'est-à-dire la riposte. Dans ce scénario, Poutine refuse d'accepter cette humiliation et ordonne à une corvette russe envoyée en escorte de tirer sur la frégate française sous contrôle de l'OTAN. C'est précisément le moment que l'OTAN attendait, le moment où le piège se referme. L'instant où cette corvette russe ouvre le feu, elle déclare la guerre non seulement à la France mais à l'ensemble de l'alliance de l'OTAN, qui compte 32 membres. Et dans ce détroit étroit, ce seul navire russe serait en quelques secondes coulé au fond de la mer Baltique sous le feu combiné et écrasant des F-35 décollant de Pologne, des missiles RBS, 15 lancés depuis la Suède, et des FA-18 décollant du pont de l'USS Gerald R. Ford. Pour Poutine, ce n'était pas seulement la perte d'un navire, mais un geste suicidaire qui pourrait déclencher une guerre totale avec l'OTAN et mener à une escalade nucléaire. Dans tous les cas, la partie est terminée. Poutine ne peut pas risquer un suicide économique ou un suicide militaire. Par conséquent, il est paralysé, incapable de faire quoi que ce soit. En conséquence, la décision décisive prise par le His Majesty's Ship Duncan, sous commandement de l'OTAN le 22 octobre, n'a pas seulement stoppé une provocation militaire, mais a également créé un précédent juridique et militaire qui a sapé la doctrine de la flotte fantôme, laquelle constituait la base de toute l'économie de guerre de Poutine. La stratégie de l'Occident est désormais parfaitement alignée. D'un côté, les attaques de drones de l'Ukraine détruisent la capacité de la Russie à produire et à raffiner le pétrole, c'est-à-dire l'offre de l'intérieur. De l'autre côté, le nouveau blocus naval agressif de l'OTAN étouffe la capacité de la Russie à vendre et à exporter ce pétrole, c'est-à-dire la demande de l'extérieur. Vladimir Poutine est piégé en Ukraine et dans son propre système économique. La question n'était plus de savoir si la Russie peut gagner cette guerre.
La véritable question est de savoir combien de temps encore la Fédération de Russie peut survivre en tant qu'État sous cette double asphyxie. Merci de votre attention.